Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Ce 19 juin, les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge de la drépanocytose, une maladie génétique qui sévit pour la plupart en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. La diversification énergétique stimule la croissance économique. Tirer son énergie de sources multiples permet d'avoir une énergie abordable et durable. Les énergies renouvelables sont une solution à explorer. Les insectes constituent une source majeure de protéines et de lipides. Consommer des insectes serait une solution à la malnutrition. Un ingénieur agronome nous en parle dans ce journal. C'est une pathologie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Depuis 2009, la communauté internationale sensibilise chaque 19 juin sur la maladie, les moyens de prévention et de prise en charge. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babagbito. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. On parle énergie à présent. Disposer d'énergie électrique en plein temps dans les zones urbaines et rurales, c'est bien possible au Bénin. Pour y arriver, il faut explorer différentes sources d'énergie renouvelable afin de réduire les coûts de production de l'énergie. Les sources d'énergie renouvelable doivent être adaptées à l'environnement et aux potentialités de chaque région du pays. Reportage.
Malgré les nombreux investissements dans le secteur de l'énergie au Bénin, la population, notamment celle située dans les zones rurales, peine encore à disposer d'une bonne fourniture en énergie électrique et de cuisson des aliments. La diversification des sources d'énergie en fonction des besoins et de la disponibilité de la matière, surtout en énergie renouvelable, est aujourd'hui l'alternative pour résoudre le problème. Dans les régions septentrionales du pays, où la demande en bois énergie est forte et le couvert végétal amoindri, le biogaz serait la solution. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sédentariser l'élevage de bœufs pour que le mât soit disponible sur place, au lieu qu'on laisse les animaux en transhumance. Lorsqu'on regroupe les gens pour l'élevage de bœufs, on a une grande production de déchets de bœufs et ces bousses de vache peuvent être utilisées pour pouvoir produire au moyen d'un biodigesteur du biogaz qui peut servir à la cuisson des aliments dans cette zone du Bénin. La production de biogaz n'est pas utile que pour la cuisson des aliments dans les ménages. Cette source d'énergie renouvelable, associée à la biomasse, peut servir aux agriculteurs pour l'éclairage, la transformation et bien d'autres besoins. Lorsque vous produisez le biogaz, il y a un reste qu'on appelle le digestat qui peut être transformé en engrais minéral qu'ils vont utiliser dans les champs. Et donc vous voyez qu'ils sont gagnants sur toute l'année si d'aventure ils devaient utiliser cette forme de production d'énergie. Le Bénin n'est pas producteur de pétrole, il importe énormément les produits pétroliers pour le fonctionnement des centrales. Une réflexion générale est indispensable pour trouver des solutions adaptées à notre environnement. Les zones où les rivières ont par exemple une forte vitesse ou bien là où les chutes d'eau sont assez intéressantes, on peut mettre des micro-centrales là-bas pour pouvoir produire de l'électricité pour ces populations-là. Nous avons aussi l'éolienne, c'est-à-dire l'énergie qui vient du vent, parce que nous avons une côte et il souffle un grand vent au niveau de cette côte-là. Et les mesures sont en cours pour pouvoir voir à quel niveau on peut installer des éoliennes qui vont nous permettre également de produire de l'électricité. Et le soleil photovoltaïque, on peut les utiliser pour produire de l'électricité également pour pouvoir réduire l'utilisation de l'énergie de la SBE. Autant d'alternatives non négligeables dont il faut tenir compte pour suppléer le déficit en énergie électrique. L'autre option à explorer, le mix énergétique. On reste dans le secteur de l'énergie, mais au Maroc, cette fois, le pays compte intégrer l'hydrogène vert dans sa politique de transition énergétique. Il a signé à cet effet un accord avec l'Allemagne qui lui permettra de produire ce type d'énergie sur son territoire et transférer les compétences nécessaires à ses équipes locales. Le développement de ce secteur va permettre également une meilleure réduction des émissions de gaz à effet de serre du royaume, la création de nouveaux emplois et la préservation de l'environnement. La problématique d'insécurité alimentaire devient de plus en plus préoccupante dans le monde entier. Au nombre des solutions trouvées par les chercheurs pour y pallier, il y a l'utilisation des insectes comestibles. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation répertorie plus de 1900 espèces déjà consommées par les humains dans 88 pays en Afrique, en Asie et en Amérique. Les chercheurs sont unanimes, les insectes sont de réels sources de protéines. Les corflés, ce sont des termites ailés. L'homme a besoin de 8 acides aminés pour pouvoir vivre parce qu'il a un seul estomac, on l'appelle monogastrique. Et ceux-là ont tous ces acides aminés et 4 autres. Dans la foulée, vous avez la leucine, l'isoleucine, le tryptophane, la phénylalanine, l'ananine, la sérine, la méthionine, la cystéine et j'en passe. Et tout cela, en toute sincérité, c'est directement utilisé par l'organisme. Nous avons encore un autre insecte, les coléoptères, les larves translucides qu'on appelle en fongré atrans et c'est blanchâtres. Souvent, vous les trouvez dans les bois morts, surtout les troncs de palmier. Quand je les ramasse, j'ai fini de les laver et je mets ça sur une plaquette chauffante, d'accord? Et ça fond. Et l'huile là, je les mets dans les bois translucides et j'ajoute bien entendu des feuilles de citronnelle
quand ça durcit, c'est du beurre nacré. Ça n'a rien à voir avec vos beurres vendus dans le commerce. Les asticots, les laves de mouche, et enfin, on dit oui. Ceux-là, vous les donnez à nos poulets, d'accord? Si avant, ça pondait que 8 œufs, c'est multiplié par 2, ça va te pondre 16 œufs, d'accord? Mais une fois que elles ont pondu dans une denrée périssable, cette fois-ci, ça devient de la matière organique pour le sol. Vous allez fertiliser le sol avec. Ou bien vous allez utiliser ça pour aller encore faire de la pêche. Par exemple, nos pêches de blolo, tchan, fin, tu vois, non, aboli, tumvi, tout cela, les retrous. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Anyamboussou. Le ministre de la Santé et son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont échangé ce jeudi avec les responsables religieux sur le suivi des gestes barrières contre le coronavirus. Il ressort de ces échanges que les cas de contamination augmentent et la lutte contre la propagation du coronavirus nécessite le respect des gestes barrières édités par le gouvernement. À l'occasion, le ministre de la Santé a expliqué les raisons de la montée drastique des cas de contamination ainsi que des décès enregistrés ces derniers jours. Benjamin Ronkpati a informé que la gravité de la maladie est telle que lorsqu'on arrive à ce stade, le nombre de décès ne fait qu'augmenter malgré toutes les dispositions prises par le gouvernement. Présent à la rencontre, Pascal Ironé Koukpaki, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a informé des nouvelles dispositions envisagées par le gouvernement pour le suivi des gestes barrières. Il s'agira de déployer ce week-end des agents des forces de sécurité pour s'assurer du respect des gestes barrières dans les différentes communautés religieuses. Après ça, le gouvernement avisera. Face à la pandémie du coronavirus, les Nations Unies apportent leur soutien au Bénin. 2 secteurs ont été ciblés cette fois-ci. Il s'agit des acteurs de la santé qui ont eu droit à des matériels de protection pour la prise en charge des cas de Covid-19. Un don d'une valeur de 199 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies pour accompagner le Bénin dans la riposte contre le coronavirus. Le secteur de l'éducation a également bénéficié d'un lot d'équipements de cuisine et de lavage des mains. L'équipe dirigeante du ministère des Affaires étrangères et de la coopération est en retraite pour 48 heures depuis ce jeudi 18 juin. Une rencontre qui s'imposait au regard des mutations successives qu'a connues la carte diplomatique du pays depuis 2016. Instant de vérité, moment de réflexion, cadre de concertation, de propositions et de prise de décision, cette retraite aux yeux des acteurs de la maison diplomatie sonne comme le premier pas d'une longue marche vers une meilleure visibilité de la politique étrangère du Bénin. La retraite de l'équipe dirigeante du ministère des Affaires étrangères et de la coopération va permettre de mieux appréhender les enjeux du processus de réforme de l'appareil et des outils diplomatiques du Bénin et les accompagnements nécessaires à mettre en place pour en assurer le succès. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.